Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser les résultats du screener dividende croissant pour les États-Unis. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on commence tout de suite avec les paramètres du screener dividende croissant pour les États-Unis. Alors, premier critère, une liste d'industries que l'on va éviter. Donc moi j'évite tout ce qui est biotech, laboratoire pharmaceutique, finance, automobile et immobilier et assurance. Donc vous savez les critères. Moi, je préfère me tenir à l'écart de secteurs que je ne sais pas analyser, comme les rates, comme les bancaires, comme les assurances. L'automobile, c'est trop cyclique, donc je préfère éviter. Et les laboratoires pharmaceutiques ou les biotech, c'est trop sujet à des problèmes réglementaires, des procès, etc. Et pour les biotech, par principe, c'est le type de boîte qui crame du cash sans jamais en produire, sauf coup de chance. On continue avec les critères. Donc, j'ai mis Trading Country United States, donc pour avoir les actions qui se négocient aux États-Unis, et on prend les actions américaines uniquement, donc états-uniennes, qui se traitent aux États-Unis. Ça, on évite les actions chinoises, par exemple, qui sont traitées aux États-Unis, etc. On continue avec le critère sur la market cap. Donc, je mets 10 milliards de market cap. L'idée, c'est de se dire que, en tant qu'Européens, on n'est pas des fins connaisseurs des entreprises américaines. Donc on entend parler des large caps, ça c'est sûr, mais alors, les plus petites caps, c'est plutôt inconnu puisque ça n'a pas d'empreinte internationale, donc on n'est pas forcément au courant sur les noms que l'on va obtenir. Le payout ratio, important, donc on est sur un screener dividende croissant, on veut que cette augmentation du dividende, elle soit sécurisée, c'est-à-dire qu'on ne verse que 50% des bénéfices nets en dividende, comme ça on s'assure qu'il y a une marge de sécurité pour continuer à augmenter ce dividende. On prend des sociétés qui ne sont pas trop endettées, donc maximum 3 fois la dette nette sur EBITDA, qui est un seuil traditionnel, on va dire, en finance de marché. Et on prend des entreprises qui ont augmenté leur dividende par action en rythme annualisé de 20%. C'est quand même pas mal, 20% d'augmentation annualisée. C'est assez énorme, et sur la période de 10 ans. Donc, bien sûr, en annualisé, ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des fortes hausses du dividende, et des baisses de dividende, etc. Ça ne vérifie pas qu'il y a une régularité. Il n'y a pas de critères à proprement parler pour avoir une régularité sur Coifin. Donc on va se mettre sur ça qui sera une approximation. Et on y va. On obtient une liste de 8 entreprises que vous ne connaissez pas forcément pas. Enfin, moi je ne les connais pas. Peut-être que c'est votre cas, vous les connaissez, mais on va commencer. Donc les différents métriques qu'on va regarder pour cette sélection. Tout d'abord la market cap. Donc on voit qu'on est, d'un point de vue américain, on est sur on va dire sur des mid-cap, on n'est pas sur des large cap. Aux États-Unis, moins de 100 milliards de dollars, ça reste des mid-cap. On a le critère de cherté, price to free cash flow, mais on va s'en abstraire sur cette analyse, puisqu'on va se dire qu'on est un actionnaire qui veut des dividendes croissants sur la durée et qui est prêt à garder sa position sur très longtemps, donc pas grave s'il y a une moins-value en capital tant qu'on touche les dividendes. L'endettement net de l'entreprise sur le dernier trimestre publié, l'industrie d'entreprise, les free cash flow et les bénéfices nets. Comme ça on compare que les free cash flow sur les 12 mois glissants correspondent bien aux bénéfices nets sur les 12 mois glissants. Comme ça on peut s'assurer que le payout ratio est correct par rapport au free cash flow, puisque ce sont les free cash flow qui payent le dividende. Donc il faut s'assurer que les free cash flow correspondent aux bénéfices nets, sont au moins égaux aux bénéfices nets. Comme ça le payout ratio a une vraie signification. Le rendement du dividende. Alors, donc on a dit qu'on est sur un screener dividende croissant, donc on peut avoir des dividendes qui soient à un niveau faible, donc le but c'est que ça augmente. C'est une stratégie, donc moi le dividende croissant c'est pas une stratégie que je recommande, je pense pas que ce soit une stratégie très performante, mais il y a beaucoup d'aficionados sur les réseaux sociaux, donc pourquoi pas mettre ce critère-là. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie, mais ça, d'un point de vue, on va dire, volatilité, avoir des dividendes, je comprends que ça puisse tranquilliser les actionnaires, les investisseurs qui suivent cette stratégie, donc pourquoi pas. Ensuite, la country, le pays, donc, et le prix, donc ça c'est important. On commence avec la première société, Cintas Corporation. Alors, Cintas Corporation, qu'est-ce qu'ils font? C'est une entreprise qui est spécialisée dans la production d'uniformes, de matériel de sécurité et d'hygiène. Donc c'est un peu comme les Delta Plus en France, mais à une échelle bien plus grande. Donc, ceci étant dit, on est sur une société qui est très chèrement valorisée, 45 fois les free cash flow. Il n'y a pas de dette quasiment. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc le payout ratio est pertinent ici.
Le rendement du dividende à l'heure actuelle est plutôt faible, mais il y a une croissance de 21% en rythme annualisé, ce qui est élevé. Donc ce rendement du dividende, deux façons de le faire augmenter, soit continuer à augmenter le dividende d'année en année, ou soit attendre une baisse du cours pour se retrouver sur un rendement plus intéressant. 45, ça me semble quand même élevé. Donc Cintas Corporation, pourquoi pas, mais il va falloir être patient sur ce dossier. Ensuite, FedEx Corporation. Donc ça, FedEx, vous connaissez, c'est une entreprise de logistique qui est spécialisée dans le fret. Donc vous voyez à quoi ressemble un camion FedEx. Donc on est sur une société qui est, pour les États-Unis, c'est pas trop chèrement valorisé, à 24 fois les free cash flow. Il y a quand même un peu de dette, 2,2 fois la dette. Le problème de la dette, c'est que ça réduit le montant des free cash flow, ça réduit le montant des bénéfices et donc des free cash flow, donc puisqu'il faut rembourser la dette. On a des free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets, donc ce payout ratio ici, il est pas pertinent, on doit être à mon avis proche des 50%, donc si on a 50%, ça va, ça reste raisonnable, surtout qu'on a un fort historique de montée du dividende, donc à voir, donc il faudrait calculer ce ratio free cash flow sur bénéfices nets pour voir la vraie valeur du payout ratio. On est déjà sur un rendement qui est intéressant, donc FedEx, je me dis pourquoi pas sur ce dossier, ça peut être intéressant. Dr Horton, eux, ils font quoi? Ils font de la construction d'habitation. Donc la société est basée au Texas. On est sur une société qui est chèrement valorisée, 44 fois les free cash flow. C'est quand même très cher. Un endettement net qui est moyen, 1,4 fois l'EBITDA, donc ça reste correct. Des free cash flow qui sont à peu près équivalents aux bénéfices nets, donc le payout ratio a un sens ici. Le rendement du dividende à l'heure actuelle, il est plutôt faible, à 0,7. Mais on a un historique d'augmentation important à 26,7%, donc autant pour moi, on a 20,50%, donc je me suis trompé de ligne, en fait, on est sur les free cash flow qui sont moitié moindres que les bénéfices nets, donc le payout ratio est bien plus élevé que cela, on est sur un rendement du dividende qui est à 1,23%, c'est correct, et l'augmentation du dividende sur 10 ans est de 20,58%, donc disons que le payout ratio à l'heure actuelle il est du double de ce qui est indiqué ici, on est sur du 20% par rapport au free cash flow, donc il y a quand même de la marge pour continuer à augmenter le dividende. Le price free cash flow est faible et l'endettement est également faible, donc on est sur un bas de cycle aux États-Unis également sur l'immobilier, ce qui explique pourquoi on a des métriques comme celle-ci. Donc Dr Horton, eh bien en fait je pense que ça peut être intéressant pour un investisseur dans les dividendes croissants. Donc Vulcan Materials, donc ça c'est un producteur donc ils disent du gravel. Gravel c'est en fait des graviers, de la pierre, etc. pour la construction. Globalement c'est un producteur de matériaux de construction. On est sur une société qui est chèrement valorisée à 44 fois les free cash flow. Un endettement net de moyen de 1,4 fois, des free cash flow équivalents bénéfices nets, donc un payout ratio qui est pertinent ici, d'un 30%. Un rendement du dividende qui est faible, mais ça c'est dû à la valorisation qui est élevée, mais il y a un bon historique d'augmentation du dividende. Donc Vulcan Materials, peut-être qu'il faudra attendre que la valorisation s'adoucisse un peu pour s'intéresser à ce dossier. Tractor Supply Company, eux, ils font quoi? C'est une chaîne de magasins pour l'amélioration de la maison, donc le bricolage, l'agriculture, la maintenance des jardins, etc., etc. Donc on est sur quelque chose de assez de retail, sur du retail, et puis assez, on va dire, industriel, des produits plutôt industriels. Un price free cash flow élevé à 46, donc c'est pas vraiment donné. On a un endettement qui est quand même un peu élevé à 2,2 fois, donc on est quand même pas à la limite de 3, mais si ça continue à augmenter, on va aller taper cette limite-là. Le payout ratio n'a pas de sens ici, puisque en fait le free cash flow elle est moitié moindre que les bénéfices nets, donc ce payout ratio il est en fait 2 fois plus élevé, là, à 80%, donc peut-être que c'est un problème temporaire, et que ça va se résoudre par la suite, mais ça nous donne un dividende qui est peut-être pas forcément sécurisé, et le rendement du dividende à 1,61% est pas si élevé que ça, et ça c'est encore dû à la valorisation qui est élevée pour cette entreprise. Tractor Supply Company, à mon avis, il vaut mieux rester à l'écart. Ubiquiti, eux, ils font des routeurs en fait, voilà, ils font de la communication sans fil, ils font aussi des wired products dans des produits câblés, on va dire, si on peut traduire ça comme ça, ils font des cartes, etc. Donc c'est plutôt une entreprise de hardware. On est sur un price free cash flow qui est élevé, mais bon, qui est pas aussi élevé que les plus chers de la sélection. Quasiment pas de dette nette. Des free cash flow qui sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est très bon. Un payout ratio qui est en réalité plus faible que ce qui est indiqué ici. Un rendement du dividende qui est faible à 0,7.
et un historique de croissance du dividende de 30% sur 10 ans. Donc ça c'est excellent. C'est peut-être un peu chèrement valorisé, mais pour l'investisseur de long terme, ça peut pourquoi pas être intéressant cette entreprise, parce que bon c'est cher, c'est un peu cher payé, mais si on arrive à maintenir cette augmentation de dividendes, l'actionnaire voit la couleur du cash, et donc ça c'est plutôt bon. Dick's Sporting Goods, un magasin de retail de sport, donc ils vendent de l'équipement de sport. Ils sont un peu chèrement valorisés, à 29 fois les free cash flow. Il y a un peu de dette quand même, mais rien d'alarmant non plus. Les free cash flow qui sont plus bas que les bénéfices nets, donc le payout ratio à mon avis est plutôt proche des 50%. Avec un rendement du dividende à 1,80%, ça peut commencer à être intéressant. Et puis on a un historique d'augmentation de 24%, donc pourquoi pas hein, cette boîte-là sur du retail. Ça peut être un peu cyclique hein, ce genre de boîte, mais bon, la croissance du dividende est quand même sympathique. Et même si on se trouve à 50% du payout ratio, je pense qu'il y a de la marge pour payer le dividende. Et la dernière, TD SINEX Corporation, donc eux c'est une société qui fait de l'IT, donc dans le sens un peu comme IBM, ils font du consulting, ils font de la vente de produits sous licence de logiciels, donc voilà, plutôt professional services et plutôt IT quoi, du consulting je dirais. On est sur une boîte qui est pas chèrement valorisée du tout, à 11,6 fois les free cash flow. Des free cash flow qui sont en plus élevés que les bénéfices nets, avec un rendement du dividende qui est, on va dire, un peu faiblard, mais du coup il y a beaucoup de marge pour l'augmenter, puisque le payout ratio est plus faible que ce qui est indiqué ici, en termes de free cash flow, et une croissance du dividende de 29% sur 10 ans en rythme annualisé, donc c'est quand même pas trop mal, avec un peu de dette, mais bon, rien d'alarmant non plus, c'est un niveau honnêtement moyen, on va dire. Donc voilà pour cette revue, on est sur, donc là il y a 8 entreprises. Mes préférés sur cette sélection, eh bien on a Dr Horton qui est pas trop chèrement valorisé, qui a un rendement du dividende qui est un peu intéressant, et surtout qui a un payout ratio qui a bon, en réalité à peu près le double que de ça, entre 25 et 30% en termes de free cash flow, et un bon historique d'accroissement du dividende. Donc Dr Horton, pourquoi pas, ça peut être intéressant. TD SINEX Corporation aussi, c'est pas chèrement valorisé, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, le payout ratio est faible, et on a une bonne historique de croissance du dividende, donc ça peut être intéressant. Et le dernier, qu'est-ce que je mettrais ? Je mettrais FedEx quand même, qui est pas mal, qui est vraiment on va dire une grosse mid-cap en termes américains, qui est pas si chèrement valorisé que ça. C'est un peu cyclique également, hein, par contre. Le payout ratio est plus élevé que ce qui est indiqué ici, mais bon, on doit être proche des 50%, et on a une croissance du dividende qui est tout à fait honorable à 22%. C'est tout pour cette revue des entreprises dividendes croissants aux États-Unis. Si ce genre de format vous plaît, mettez un pouce à la vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à bientôt.